Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection qui revient sur la situation géopolitique. Le monde vit des moments sombres. La croissance économique est au ralenti, pour ne pas dire nulle. Les conséquences se font déjà sentir. Inflation galopante. Que retenir d'une telle situation? Pour en parler avec moi dans ce studio, Babacar Diouf, vous êtes colonel de l'armée de l'air à la retraite. Vous êtes chercheur très au fait des relations internationales, la géopolitique. Alors, colonel, la toute dernière information nous vient du Burkina Faso. Ouaga est dans une situation confuse. L'armée est divisée. Oui, colonel, avant justement de développer ces sujets, direction Ouaga avec notre correspondant sur place, Mathieu Samda. Mathieu, quels sont les derniers développements à Ouaga? À l'étape actuelle, la situation est toujours confuse. On assiste à plusieurs communications, malheureusement, qui ne rassurent pas la population. De part et d'autre, le camp de Damiba reste, en tout cas, campé sur sa position. On a de l'autre côté aussi le camp du nouvel homme fort du Faso qui est positionné pour éventuellement protéger ce qu'on peut appeler le coup d'État. Malheureusement, beaucoup d'informations ne circulent pas et puis la population est totalement prise en otage. On a assisté ce soir à beaucoup plus de manifestations, j'allais dire assez violentes, dans certaines artères de la ville de Ouagadougou, sur l'axe Ouaga-Kongoussi, éventuellement sur l'axe Ouaga-Waïguia et bien sûr à Bobo-Dioulasso selon certaines informations. Les choses se dégradent de plus en plus et la nuit risque d'être assez longue pour les Burkinabés. Et le risque d'affrontement entre militaires pro-Damiba et les militaires pro-mutins, le risque est très élevé et c'est dans ce contexte que les manifestations se déroulent, et manifestations organisées par des civils. Et on a assisté à Ouagadougou à quelques tentatives d'incendie d'une partie de l'ambassade de France au Burkina Faso. Et à Bobo-Dioulasso, l'Institut français a été aussi en partie endommagé. Je pense que l'un dans l'autre, la frustration des Burkinabés est réelle et l'implication de la France dans ce coup d'État, en tout cas pour protéger le pouvoir de Damiba, serait réel et les populations ne veulent pas du tout sentir la France impliquée dans cette affaire qui ne concerne que des Burkinabés et qui doit être réglée par des Burkinabés. Et du coup, il y a des manifestations tous azimuts, en tout cas, qui donnent en tout cas l'allure d'une insurrection populaire. Peut-être le mot est trop fort, mais on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une insurrection populaire pour barrer la route à Damiba et à ses soutiens, entre autres la France, pour permettre à la nouvelle génération de militaires qui a pris le pouvoir hier. Il s'agit donc de Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit bien de Ibrahim Traoré, qui va permettre en tout cas à ce homme fort de réaliser ses ambitions pour le Faso. C'est ce qu'on peut peut-être retenir à l'instant T, sans oublier qu'il y a eu en cours, en tout cas, quelques tentatives de tir cet après-midi au niveau de Ouagadougou. Mais le calme semble être rétabli au niveau des quartiers périphériques. Mais le centre-ville reste toujours occupé par des unités militaires. On ne sait pas qui est qui, malheureusement, mais en tout cas, la tension est réelle dans la capitale de Ouagadougou. Babacar Diouf, bonjour. Bonjour. Vous venez de suivre les derniers développements par notre correspondant sur place depuis Ouaga. Apparemment, comme vous le dites dans le jargon militaire, la chaîne de commandement est rompue. Oui, en fait, je me souviens il y a quelques années, pendant les transitions démocratiques, j'avais lu un papier qui expliquait l'enchevêtrement au Burkina entre les officiers et les politiques. Et cet enchevêtrement était marqué par des tentatives d'instrumentalisation de part et d'autre. Aujourd'hui, quand vous prenez ça et vous prenez ce qui sourd de l'Afrique, il y a quelque chose qui monte
du plus profond des populations. C'est le Y en a marre, après 60 ans d'indépendance ou plus, d'avoir toujours cette impression d'être instrumentalisé avec un bilan où on se dit, mais après tout, notre coopération, tout ça là, ça a donné quoi? Pas grand-chose. Les gens se sont sentis instrumentalisés. En même temps, vous ne pouvez pas juste tenir compte du niveau population et du niveau étatique. Il faut monter au niveau systémique, comme dirait Kenneth Walsh. Et la troisième image nous dit, si vous vivez dans une transition systémique, vous êtes tiraillé entre les pôles de cette transition systémique. Chacun essaie de vous prendre la propagande, la guerre de l'information, l'infox. Tout est bon, la coercition pour vous obliger à vous aligner. Mais les peuples, eux, avec un Y en a marre, s'ils coopéraient avec un pays socialiste, ils tireraient peut-être vers le capitalisme. Si c'était, c'est ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide. Oui. Aujourd'hui, les gens regardent l'Occident avec un regard qui montre, à mon avis, qu'ils n'ont pas su s'adapter aux demandes de leurs partenaires et qui sont en train de le payer comme on paye toute erreur géopolitique. Oui, mais de ce point de vue, et si nous restons dans le cadre du Burkina, l'armée est divisée. Vous êtes un ancien militaire. De ce point de vue, comment comprendre et expliquer cette division qui s'opère dans l'armée burkinabé? Bon, je ne connais pas l'armée burkinabé, mais si je regarde l'armée sénégalaise, ce que je vois, c'est que vous avez une chaîne, au niveau des officiers par exemple, vous avez une chaîne qui va de sous-lieutenant à général. Le long de cette chaîne, les gens progressent. Vous êtes lieutenant, après capitaine, etc. Très bien. Il y a ce que j'appelle une chaîne de légitimité. Le lieutenant, selon ses qualités, va passer capitaine, puis commandant, puis lieutenant-colonel, puis général. Il n'est pas dit que ça c'est toujours parfait, mais pour l'essentiel, ça va normalement. Et donc, quand vous voyez quelque chose, je dis souvent aux gens, dans l'armée, si vous mettez les gens en caleçon, vous dites alignez-vous, chacun sait derrière qui il se met. La légitimité, cette gardienne invisible des cités, existe dans la hiérarchie si vous êtes une armée professionnelle. Oui. Maintenant, oui, puisque vous montez, ça veut dire que vous passez de gradé de contact à gradé de bureau et d'état-major, de stratégie et tout ça. C'est ça. Si vous brûlez les échelons, si vous faites partie des gens qui n'ont pas fait ce truc, quand vous allez au sommet, mais vous n'êtes plus dans la chaîne. Vous vous souvenez, un général, Lamizana, puis un colonel, Saïd Zerbo, oui, puis des commandants, puis des capitaines. C'était l'exemple du Burkina. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui interpelle les autorités civiles pour leur dire, laissez les armées avancer, se débrouiller normalement, mais vérifiez pour vous assurer que tout se passe bien, qu'on ne vous raconte pas des histoires. Et vous avez des services de renseignement pour ça. Quand on vous amène le tableau d'avancement, regardez bien. Parce que ça, c'est la mauvaise graine commence par là-bas, la gangrène. Oui, la gangrène commence par là. Oui, des lieutenants qui arrivent au sommet, comme cela se passe au Burkina Faso. Comment expliquez-vous cela en tant que militaire? Est-ce que quelque part, il y a deux camps qui s'opposent, un camp légitime et un camp qui ne serait pas légitime du point de vue de l'autre camp? Mais quand vous parlez de rupture de la chaîne de commandement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assimilés à des officiers de pouvoir et d'autres qui sont assimilés à des officiers de terrain. Mais eux, puisque c'est eux qui sont au contact des hommes, c'est eux que les hommes connaissent, c'est eux que les hommes respectent, c'est eux que les hommes suivent. Moralité, même si vous avez tous les officiers supérieurs dans la poche, si vous ratez les officiers de contact, quand vous faites bouger la troupe, elle ne bougera pas. Elle pourrait ne pas bouger dans la direction que vous voulez. Oui, alors, mais justement, dans le cadre d'espèces, nous y restons aussi pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe chez nos voisins burkinabés. Aujourd'hui, oui, notre correspondant parle d'insurrection, craint que la situation évolue à une insurrection. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez justement la même compréhension de la question? Est-ce qu'une telle situation pourrait justement déboucher sur une insurrection populaire? En fait, pour moi, il y a une chose. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, les populations, quelque part, dénoncent la coopération qu'il y a eu avec, en tout cas, les pays occidentaux. Les populations ne semblent pas apprécier ça.
pour moi, quand je vois les gens, quand je discute avec les gens, quand je vais dans des séminaires, dans des trucs, il y a une forme de ras-le-bol qui est exprimée. Maintenant, quand vous prenez une armée, que certains sont trop alignés avec un côté, quel que soit le camp, et que d'autres, eux, voient que le camp que vous soutenez est contraire aux intérêts de votre pays, ils vous considèrent comme des vendus. Vous n'avez plus de légitimité à leurs yeux. Ils se lèvent contre vous. Maintenant, à qui est-ce que le rapport de force est le plus favorable? Ça, c'est une question qui reste posée et la réponse vient des faits. Mais les populations, je peux vous dire, ont choisi leur camp. Et quelque part, sincèrement, je pense que les populations en ont ras-le-bol des régimes autoritaires, ras-le-bol des régimes militaires, et qu'ils voient les militaires un peu comme des instruments qui leur permettraient de revenir à la case départ pour reconstruire. Et donc on se retrouve dans un cercle vicieux qui ne règle pas la situation. Il est temps que les gens voient non seulement leur état dans le monde, mais qu'ils voient l'action aussi des grandes puissances. Les grandes puissances ont l'habitude de se trouver des contacts. Il y a un monsieur, Alfred McCoy, c'est un historien américain. Il disait par exemple, nous avons des États qui jouent la sous-traitance, des puissances secondaires qui jouent la sous-traitance. Mais en même temps, comme on ne sait jamais, on les double en ayant sur le terrain un contact avec tous les camps qui se lèvent, le camp de l'opposition comme le camp du parti. Comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe, quel que soit alpha, on peut enchaîner et nous retrouver dans la continuité. Est-ce que nous, Africains, maintenant, est-ce que nous sommes arrivés à comprendre ce que disaient les Mandingues ou les Socé vous disent, à quoi sert la famille? Il y en a soto quand on se bat. Les Arabes vous disent, moi contre mon frère, oui, mais mon frère et moi contre notre cousin. Mon frère, mon cousin et moi contre les autres. Ça veut dire quoi? Que moi, Sénégal, le Mali, la Guinée, tout ça là, on peut avoir des différents d'État, mais quand une menace sort, nous la prenons en compte ensemble. Et ça, c'est la faiblesse des Africains. J'ai dit ça à propos du G5, je pense que le temps me donne raison. J'ai toujours estimé que c'était une aberration. Que les grandes puissances ont l'habitude de jouer aux pompiers pyromanes, parce qu'au final, les pays faibles ne sont rien d'autre que des réservoirs de puissance qu'on exploite pour mieux compétir avec les grands. Donc nous sommes tous quelque part des sortes de stations-service ou de trucs où les gens passent, récupèrent des trucs pour un long voyage. Oui, alors la situation reste confuse au regard des derniers développements. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso interpelle tout un chacun dans la sous-région. À côté au Mali, la situation n'est pas reluisante, non plus aussi du côté de la Guinée-Conakry. Oui, colonel Babacar Diouf, une telle sous-région, dans un contexte aussi complexe, face à des crises multiformes, oui, présage de quoi pour son lendemain? Ben, je crois qu'on interpelle la CEDEAO in fine. Oui. À quoi sert la CEDEAO? Mais la question c'est ça, si vous êtes dans un contexte comme ça, c'est un peu nous interroger sur l'efficacité des institutions comme la CEDEAO, l'Union africaine. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais vous savez, la CEDEAO, à un moment, a pris à bras le corps les coups d'État. Moi, je fais partie de ceux qui ont applaudi. Les textes sont bien écrits. Oui. Mais la CEDEAO n'a jamais réellement pris en compte les dictatures politiques ou les prises de pouvoir par la force tant que c'est au niveau politique. Alors que pour la population, quelle est la différence? C'est comme si vous me disiez que l'un, parce qu'il tient mon petit déjeuner et mon déjeuner me tient, l'autre par la force me tient et j'oscille entre les deux. Non, les gens ne veulent ni de régimes dictatoriaux, ni de régime militaire. Ils veulent des régimes démocratiques qui pratiquent la bonne gouvernance, où les droits de l'homme sont respectés. Kofi Annan le disait, si vous ne pouvez pas avoir le développement sans la sécurité, ni la sécurité sans le développement, mais vous n'avez aucune chance si vous ne respectez pas les droits de l'homme. C'est ce triangle-là
que la CEDEAO n'arrive pas à imposer. Et ça nous amène à dire, ok, quelles sont les compétences de la CEDEAO? Le monsieur qui dirige la CEDEAO, pas au niveau des présidents, mais le monsieur qui en est responsable du point de vue administratif, ce monsieur, quel est son background? Ce monsieur, quelle est sa légitimité? Ce monsieur, quel est le respect qu'on lui pose? Mais aussi, quelles sont les compétences dont il dispose pour orienter le mouvement sous la veille des chefs d'État? C'est ça, en fait. Et cette interpellation, quand vous sortez de la CEDEAO, elle interpelle les autres régions et finit par nous ramener à l'Union africaine elle-même. Oui. Qu'est-ce que les Africains ont posé comme élément pour faire face aux aléas politiques, géopolitiques ou n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années? Est-ce qu'on n'a pas créé des bureaucraties comme au sein de l'Union européenne aujourd'hui? Mais justement, la question, elle est posée. Mais au regard toujours des faits qui sont annoncés, en restant toujours au Burkina Faso, le motif pour lequel il y a eu le coup d'État, on a parlé d'une situation non contrôlée, si je veux parler de l'avancée du djihadisme, des djihadistes qui avancent, et également une justice manipulée qui n'est pas indépendante. Là également, le premier coup d'État avait le même motif. Le deuxième coup d'État aussi s'inscrit dans le même siège. Est-ce que l'avènement des coups d'État est la solution ou le blocage finalement? Là, je parle de manière personnelle. Oui. Mais moi, je ne peux pas considérer un coup d'État comme une solution. À la limite, on peut parler de pis-aller, mais on ne peut pas parler de solution. Écoutez, c'est comme si vous me dites un spécialiste à 100% qui a une manière de penser très adaptée au boulot qu'il fait, se lance justement, vous me prenez un expert de quelque chose et vous me dites non, il peut diriger un pays. Non, pas forcément. Dans la vie, les techniques, c'est des points qui sont comme les gouttes d'eau, ça s'enfonce dans le sol. Mais celui qui dirige, c'est une goutte d'huile. Elle s'étale, elle récupère ce qui vient des petits tuyaux qui vont vers le sol et gère tout ça de manière holistique. Chacun de ces domaines n'est en fait qu'une perspective qu'il convient maintenant de mettre ensemble pour produire, comme le disait Nietzsche, la réalité est un ensemble de perspectives dont elle est la somme. Et chaque perspective porte sa propre vérité. Donc, comment réconcilier les vérités? C'est ça. Mais il faut commencer par les institutions. Moi, en tout cas, je ne connais pas de pays qui s'est effondré quand sa justice et ses forces de défense et de sécurité fonctionnent. Ce pays-là, vous ne pouvez pas l'envoyer au sol. Mais si ça ne marche pas, vous avez un problème. Juste pour faire le pont avec le djihad dont vous avez parlé. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, pour ne pas vous interrompre, 20% échappent au contrôle de l'État burkinabé aujourd'hui. Moi, en tout cas, la lecture que j'ai du djihad part d'un constat. Si vous faites le tour de tous les États où les djihadistes sont apparus, quel est leur niveau de connaissance de la religion? Souvent, c'est nul. Par contre, si vous visitez l'histoire, depuis les frères musulmans jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, les djihadistes ont été des instruments de puissance. Et quand vous partez de là, vous commencez à vous dire, ok, mais des instruments de puissance, et vous pouvez faire un saut pour dire, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir de véritables djihadistes? Il suffit d'avoir des mercenaires, des gens des forces spéciales et tout. Vous les habillez en djihadistes, ils font des actions de djihadistes et vous avez le djihad qui s'installe quelque part et vous croyez que vous avez affaire à quoi? Et en même temps, vous avez des pays arabes, il faut le dire, qui assoient leur légitimité sur la perception au sein de leur pays qu'ils défendent, qu'ils œuvrent à la propagation de l'islam. Et quand vous mettez tout ça, vous vous rendez compte qu'une puissance quelconque, laïque, peut se mettre en relation avec un État islamique et former un duo où on vous envoie des équipes qui jouent les
pyromane d'abord. Ensuite, l'État arrive, vous se propose en pompier. Mais pour chercher quoi? Et c'est là que moi, j'ai une théorie. Je dis, si vous partez de la thèse qu'il y a une stratégie de contrôle des flux mise en œuvre par les différentes puissances dans leur conflit systémique, vous vous rendez compte que finalement, ce contrôle des flux rend certains endroits stratégiques, rend certaines ressources stratégiques, et donc, entre l'endroit où la ressource est sortie et l'endroit où vous devez la transporter, les États qui sont sur la route, il suffit juste de pouvoir interrompre le flux pour dire « j'interdis à tel État de recevoir ce flux ». Et nous sommes au cœur de ça, à mon avis. Tous les pays qui ont des ressources importantes sont sous ce coup. Et c'est pour ça que, pour terminer, moi je m'inquiète du fait que vous avez d'un côté, à partir de la Méditerranée, l'Algérie, vous avez le Mali, vous avez la Guinée, la Guinée et le Burkina un peu, vous avez la Guinée-Conakry. Et ça forme déjà un arc qui nous isole, nous, du reste de la CEDEAO. Il est temps que la CEDEAO travaille plus dans ça et qu'au sein de nos États, qu'on fasse moins de politique et un peu plus de géopolitique. Oui, alors mais la situation, elle est là. Par rapport à justement ce qui se dessine dans la sous-région, on risque justement d'arriver à un embrasement de la situation. Que ce soit au Burkina, au Mali, on a constaté également dans le nord des terroristes. Au Niger, même si l'État nigérien fait beaucoup d'efforts, ce n'est pas encore aussi dramatique. Mais toujours est-il que cette crainte de voir le djihadisme avancer à grands pas est devenue une réalité. Comment y faire face? Y faire face, je n'ai pas malheureusement de solution sous la main, mais ce que je sais, c'est que ce djihadisme progresse parce que dans nos pays, il y a des lignes de clivage. Il y a plein de problèmes souvent au niveau politique. Et dans certains pays qui n'ont pas, comme nous au Sénégal, la chance d'avoir des armées républicaines, mais le chaos, il menace à chaque instant. Il suffit juste d'intervenir, d'allumer quelque part et vous avez déclenché quelque chose. Maintenant, une organisation régionale comme la CEDEAO aurait été très professionnelle si elle s'était penchée sur la connaissance de ses différents membres, avoir des éléments de repère pour comprendre ces différents membres, avoir des groupes de gens qui font de la prospective et qui vont te dire, ok, il y a une crise au Mali, d'accord, c'est un coup d'état militaire, on est contre, mais, comme disait quelqu'un, ne jamais laisser une crise se passer sans en tirer profit, sans en tirer parti. Peut-être que ces pays avaient eu besoin, dans l'immédiat, d'un accompagnement déjà au niveau de ce qu'ils posent comme motivation. C'est-à-dire, y a-t-il un problème dans leur constitution? Y a-t-il un problème dans leur code électoral? Y a-t-il un problème qu'ils ont sur la scène politique? Et les accompagner pour verrouiller cela, sans les encourager, en les tenant bien sous truc, leur donner un délai qu'ils respectent. Mais quand vous voulez appliquer la même solution à tous les pays, déjà, vous avez tout faux. Sincèrement, moi je pense que depuis qu'il y a le premier problème au Mali, les différentes interviews que j'ai eu l'occasion de dire, j'ai mis en avant le rôle idéal qui attendait la CEDEAO, mais qu'elle n'arrive pas à jouer. Maintenant, peut-être qu'elle n'en a pas les moyens, peut-être qu'elle n'en a pas les compétences en termes institutionnels. Est-ce que nos chefs d'État donnent au patron de la CEDEAO suffisamment de pouvoir pour leur parler? C'est pas forcément évident. Je me souviens de l'Union africaine où le président Bongo disait, oui mais Alpha là, il se prend pour... Et on dit, il croit qu'il est encore président. Donc ça veut dire que lui, il veut que le patron de l'UA se baisse comme un fonctionnaire. Mais s'il est un fonctionnaire
pourquoi voulez-vous qu'il puisse faire justement ce qu'on attend de lui au niveau politique, à tous les autres niveaux? Ça, c'est une question à se poser. Une question à se poser, mais aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez dit, des revendications justement de souveraineté de plus en plus accrues. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Burkina Faso avec des populations qui se soulèvent contre une puissance étrangère. Je veux parler de la France aujourd'hui. Est-ce que cette revendication est légitime? Peut-être parce qu'il y a des erreurs. En fait, récemment, j'ai vu un article ou un truc qui disait l'Occident uni, mais seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1991, quand il y a eu la fin de la guerre froide, les gens s'attendaient dans un système unipolaire à ce que le président Bush avait annoncé, un retour à la Charte des Nations Unies, un retour à la sécurité collective. Qu'est-ce qu'on a vu? On se dit, mais finalement, l'OTAN c'est quoi? C'est l'Occident. L'OTAN était à l'origine un système de défense collective. Ça veut dire quoi? Défense collective, c'est comme si vous dites, au sein de la CEDEAO, une attaque contre un membre de la CEDEAO est une attaque contre tout le monde. Donc, on est censé nous aider à nous défendre entre nous. Mais la sécurité collective, c'est l'ONU. Et donc, la défense collective s'arrête à une zone. Mais l'OTAN, ça fait longtemps que l'OTAN est sorti de sa zone. L'OTAN était au Moyen-Orient, l'OTAN, etc., etc. Et dans des interventions qui ne cadrent pas avec la défense collective et qui ne sont pas autorisées par l'ONU. Mais, colonel Babacar Diouf, pourquoi aujourd'hui les Africains, je vous parlais de l'Afrique en tant que continent, n'arrivent pas à assumer ses propres erreurs, les corriger, au lieu justement d'indexer tout simplement l'autre tout le temps? Mais peut-être que les gens n'ont pas totalement tort non plus. Vous savez, quand vous vivez, vous êtes un cadre, vous fréquentez les grandes puissances, chacun d'entre nous qui les fréquente, c'est que, en général, quand vous promettez, on commence à construire un dossier sur vous. C'est normal. Ce dossier, un jour, on le sortira pour vous amener à prendre à gauche quand vous voulez prendre à droite. La coercition existe. Donc, quelque part... Si vous en êtes d'accord, on ne peut pas vous forcer à justement prendre à gauche ou à droite sans votre consentement. Ça dépend de l'enjeu. Si moi, je vous tiens par le scandale, parce que je sais que vous avez détourné de l'argent que vous avez gardé chez moi, si je sais que vous avez commis certaines choses que vous ne voulez pas que les autres sachent que je sais moi, etc., etc. En réalité, la force de nos dirigeants aujourd'hui se trouve paradoxalement dans le soutien de leur peuple. C'est-à-dire, si le peuple vous soutient à un certain point et vous êtes vraiment en harmonie, toute puissance qui s'intéresse à vous va se dire, mais au fond, si vous enlevez ce président, un autre va venir, il fera la même chose. Si vous enlevez cela aussi, un autre vient. Mais quand ils savent que, ah non, celui-là, il suffit de l'enlever pour amener quelqu'un, le concept de régime change, les changements de régime, même en Russie, on vous dit qu'une des premières actions qui était visée lorsque l'Ukraine a été déclenchée, c'était le renversement, c'était amener la population à un tel état de frustration par rapport aux difficultés économiques et tout le reste, que la population se serait révoltée, il y aurait eu quelque chose et peut-être qu'on aurait fait tomber Poutine. Et en le faisant tomber, on aurait peut-être installé un régime plus favorable à l'Occident. Et ce régime plus favorable à l'Occident aurait été forcément coupé du rôle complémentaire qu'il joue avec la Chine. La Chine se serait retrouvée isolée, on aurait pu alors l'encercler, l'endiguer et la domestiquer. Ça a raté. Et on a un coup de boomerang. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui souffre. Et donc, le projet d'élargissement de l'OTAN, qui était un projet d'endiguement, a rencontré le projet de la doctrine Primakov, dont le premier point était de stabiliser l'étranger proche, le deuxième point était de se retrouver au Moyen-Orient et d'enlever aux États-Unis leur monopole là-bas, et le troisième, c'était créer un peu tendre les relations au sein de l'OTAN. Oui, mais colonel Babacar Diouf, ainsi se définit la relation internationale. C'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, l'Afrique est-elle bien préparée pour justement apporter
sa contribution dans le fonctionnement de ce monde d'aujourd'hui. Finalement, à y regarder de plus près, quel est le rôle que l'Afrique joue au regard de ce qui se passe comme situation, l'exemple de notre sous-région? Vous avez l'avènement des coups d'État, ça a réglé quoi finalement à l'heure du bilan, si nous devons évaluer au tenter? Pas grand-chose, mais vous avez aussi l'exploitation qui dure depuis avant même les indépendances. Aujourd'hui, écoutez, récemment, je lisais un papier qui dit la Guinée a une des mines de fer les plus grandes du monde. Après le coup d'État, le nouveau chef d'État regarde les contrats et se rend compte que dans cette mine, combien à votre avis la Guinée a? Il dit, ok, on leur a promis 1000 km de route, un port en eau profonde et je ne sais plus trop quoi, mais si vous me... et une voie ferrée. Mais la voie ferrée, c'est pourquoi? Mais il y a aussi le barrage hydroélectrique. Oui, petit, mais c'est pas tout ça. Oui. C'est après qu'il ait négocié qu'il a obtenu 15%. Oui. Vous allez en Algérie, vous Oui. investissez dans le pétrole. Vous ne pouvez pas prétendre avoir plus de 49%. La majorité est détenue par l'Algérie. Oui, mais vous allez en Arabie Saoudite. Vous allez partout. Mais la question, Babacar Diouf, à qui imputerez-vous cette responsabilité si ce n'est que ceux qui sont censés défendre les intérêts de l'Afrique? Oui, mais ceux qui qui ne le font pas. Oui, mais ceux qui sont censés aussi défendre les intérêts de l'Afrique, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils se posent les bonnes questions? Non, attention, il ne faut pas surestimer non plus les gens. Aujourd'hui, vous avez plein d'informations, mais si vous n'avez pas le niveau d'éducation qu'il faut pour filtrer les informations et comprendre, en avoir une intelligence qui vous permet d'agir, vous faites quoi? Quels sont parmi nos pays? Dis-moi, combien de pays en Afrique ont une stratégie de sécurité nationale? Si vous me dites 54 pays africains, je vous dirai, il y a probablement plus de 10 États. Il n'y en a pas. Non, mais la question c'est de savoir pourquoi. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est de la responsabilité des États africains. Oui, mais je vais vous renvoyer la question autrement. Les pères de famille sénégalais ou africains, à quel rythme vivent-ils? Au rythme de la DQ, la dépense quotidienne, au jour le jour. On pédale le vélo en ayant le regard sur le pneu. Ce qui est à 2 mètres devant le pneu, on s'en rend compte quand on y arrive. De la même façon, les États avancent quand on pense au pouvoir, on pense aux délices du pouvoir, on pense à l'enrichissement, on pense au bien-être, on a, etc., etc. Et on oublie que... Et là, maintenant, c'est l'occasion pour aller indexer ou dire que la faute incombe aux autres. Mais la gouvernance, non. Mais cette gouvernance, elle est étatique. Elle peut s'inscrire dans les intérêts de l'État ou elle peut s'inscrire dans un monde dirigé par des États qui posent les règles du jeu et qui l'imposent aux faibles. Prenez un exemple. Quand on vote le CATSA, Countering American Adversaries Through Sanction Acts, on se lève, on dit à l'Inde, mais pourquoi vous achetez du pétrole russe? Et le ministre des Affaires étrangères, Jacques Chirac, répond, mais alors j'ai adoré. Il dit, mais gardez à l'esprit que ce que vous nous reprochez d'acheter chez eux en un mois, vous l'achetez en un après-midi. Et vous venez me dire, ne faites pas, mais vous continuez à faire. Est-ce que vous savez que pendant toute la guerre, pratiquement, le pétrole qui traverse l'Ukraine, ou le gaz, pardon, qui traverse l'Ukraine, était payé par la Russie à l'Ukraine. Et pourtant, ils sont en guerre. Ça veut dire que la notion d'intérêt national, déjà, il faut la définir. C'est pas facile. Très souvent, on a des intérêts de régime. Partout dans le monde, presque, c'est-à-dire le tiers-monde a un problème. Ces intérêts sont d'abord des intérêts de régime et rarement des intérêts nationaux. Maintenant, si vous avez des gens qui réfléchissent, qui se projettent dans le futur, qui identifient des obstacles, c'est un premier pas. Mais le deuxième pas, c'est est-ce que vous écoutez ces gens et est-ce que vous mettez en œuvre ce qu'ils vous disent. Et ça, je peux vous dire, quand je prends mon expérience de la sous-région, ouest africaine, je suis loin d'en être persuadé.
Je me souviens, une fois, j'étais au Burkina, non, au Nigeria. On faisait un séminaire. J'ai fait une communication dans laquelle j'ai évoqué justement le concept de transition systémique. Il y a une dame des affaires étrangères qui a bondi littéralement. Oui. Quand j'ai fini, elle est venue me voir. Elle m'a donné sa carte pour me dire, nous avons posé, nous avons initié une réflexion. Vraiment, je souhaiterais, ce que vous avez dit, je sens sa pertinence dans ce qui nous intéresse. Et elle m'a donné sa carte, je lui ai donné ma carte. J'ai malheureusement perdu sa carte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. Et donc, ce projet n'a jamais pu... Mais pourtant, vous poursuivez la réflexion au niveau sous-régional. Dakar abrite justement... Mais dans ma maison, non. Oui. J'ai arrêté de travailler au Centre des hautes études de défense et de sécurité depuis le 31 janvier 2020. Il y a des rencontres? Oui, je participe à des rencontres. Mais vous savez, ces rencontres-là aussi... Celle de Dakar, par exemple. Oui, mais écoutez, moi, quand je vous finance, pour faire une réflexion, je mets moi-même des questions sur la table, j'oriente le débat, vous produisez quelque chose, vous avez plus répondu à mes préoccupations que vous n'avez répondu à vos propres préoccupations. Ah oui, à ce point? Et je prends, oui, très souvent. Il y a très peu de rencontres où vous trouvez des Africains, entre Africains, financés par eux-mêmes pour réfléchir sur leur sort. Non, il y a une organisation étrangère qui vous finance, qui vous pose des questions, vous répondez à ces questions, vous discutez. Vous remettez en cause toutes ces think tanks. Mais parce qu'il y a de l'instrumentalisation. Écoutez, si je détermine seulement les questions que vous pouvez vous poser et les questions que vous ne pouvez pas vous poser, je vous contrôle, que vous le veuillez ou non. Mais elle est annoncée, cette rencontre de Dakar, dans quelques semaines. Non, je parle pas de la rencontre de Dakar ou d'autres, mais je dis en général, les réflexions que nous menons sont fortement influencées de l'extérieur. Les thématiques choisies. Il y a plein de choses où les Africains, au moins, on va dire, 3 cas sur 5 ou 3,5 cas sur 5, ça leur est dicté. L'Afrique réfléchit pour les autres puissances. Mais parce que nous sommes dans un monde où les puissances n'ont que des intérêts, les puissances instrumentalisent n'importe qui, sauf quand vous avez une capacité de nuisance ou quand ils tiennent vraiment à vous. Mais moi, toutes les études du système que je fais me disent, écoutez, soit le mouvement naturel est possible, c'est la prédation, comme le lion qui rencontre une biche qui est dodue, ou alors vous avez des crocs, à ce moment on négocie avec vous, mais cette négociation n'est que temporaire. Le jour où vous perdez vos crocs, je vous tombe dessus. Et il n'y a pas d'allié qui échappe à cette loi. Est-ce que vous pouvez penser, est-ce que vous avez regardé entre les États-Unis et la France? Moi, je me souviens d'une citation de Mitterrand qui disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre contre les États-Unis. Une guerre permanente, une guerre sans mort, qu'on ne voit pas, etc. etc., etc. » Mitterrand l'a dit. Et quand vous regardez Total, j'ai un truc de Arbelot de l'école d'intelligence économique. Mais il vous fait sur 100 et quelques pages les petits coups qu'ils ont eu à subir. Deuxièmement, quand vous avez dit les sanctions, quel est le modèle économique de l'Allemagne? Le modèle économique de l'Allemagne, c'est énergie à bon marché venue de la Russie. Nous avons la technologie, nous avons beaucoup de choses et nous faisons notre affaire. Nous sommes la première puissance économique. Quand le président Bush perd à la fin de la guerre froide, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas laisser à Gorbatchev l'initiative. Son discours aux Nations Unies a produit un tel choc. Il faut s'assurer que ce ne sont pas les industriels allemands qui vont aller financer le relèvement de la Russie. Il faut empêcher cela. Et ça, c'est conforme à la géopolitique de Mackinder, c'est conforme à la géopolitique de Spykman. Et les pays là ont des intellectuels qui sont câblés sur l'utilisation de ces théories. Le seul problème, c'est que pour une fois, l'Occident qui dirige le monde depuis les années, au moins depuis le départ de Napoléon avec le concert européen, l'a dirigé, d'abord c'était européen, puis avec l'arrivée des Occidentaux et des, comment on appelle, le Canada, l'Australie et tout ça, on parle de système occidental. Il y a un système russe qui a émergé, soviétique qui a émergé à côté, puis c'est revenu à 100% occidental.
Aujourd'hui, l'Occident rencontre la Russie qui lui pose le vieux problème du heartland dont parlait Mackinder. Mais en même temps, il retrouve en la Chine ce que Speakman notait en disant attention, un pays du Rimland qui émerge et qui est une puissance peut être aussi dangereuse que le heartland. Et aujourd'hui, vous êtes dans une transition où l'Occident affronte les deux et est en train de mobiliser plus rapidement les ressources. Vous avez vu les BRICS, vous avez l'organisation de coopération de Shanghai, vous voyez tout ça et vous vous dites, mais attendez, où est-ce qu'on va? Pendant ce temps, l'Union européenne et ces pays de l'OTAN vont vers des difficultés économiques majeures, des instabilités politiques majeures. Et nous, on va prendre ça dans la gueule. Parce que nous, nos gens qui sont là-bas, qui travaillent, qui envoient de l'argent, les produits que nous sommes obligés d'acheter parce que nous n'avons jamais tenté une véritable industrialisation. On nous a sorti ce projet d'industrie import-substitution là. On nous a dit non, ça vaut rien, c'est pas efficient, c'est pas ceci, c'est pas cela. Qui n'a pas commencé par ça? Quand moi j'étais jeune, le Japon, on disait ah, c'est de la pacotille. Cette pacotille est devenue très moderne. On a dit, ah, c'est fait en Chine. Chine est devenu machin. Mais nous, Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Nous, mais à quoi on sert? Mais justement, parce que nous subissons finalement, et à l'heure d'aujourd'hui, toutes ces conséquences. Mais parce que vous l'avez dit tout de suite, les rapports de puissance. Quelle est notre puissance? Nous, comme disait quelqu'un, le pape, combien de divisions? L'Afrique, combien de divisions? Si vous aviez une CEDEAO qui s'est construite solidement, une SADC, qui marche mieux par certains aspects d'ailleurs. La CEDEAO a mieux marché quand elle avait un leadership nigérian. Non, mais pas plus que la CEDEAO quand même. À l'époque, on avait le Nigeria qui a assuré un leadership, qui payait cher cela, qui avait des ressources, mais dont les dirigeants pouvaient se le permettre. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un régime militaire. Quand la démocratie est arrivée, la population dit non, attention, vous n'allez pas prendre toutes nos ressources pour les amener ailleurs. Nous avons d'abord, nous, nos problèmes. Donc, la démocratie a posé un problème. Mais si justement, on avait renforcé l'institution, je le dis toujours, la frontière du Sénégal est où? Ne me dites pas que c'est sur le fleuve Sénégal. Notre frontière au nord et ouest. Notre frontière est au nord du Mali, au nord du Niger, à l'ouest du Tchad, tout le long de l'océan Atlantique. Si chaque pays de la CEDEAO considérait ça vraiment, nous serions capables de défendre notre CEDEAO. Et quand les puissances extérieures se rendent compte que vous êtes capables de leur opposer même l'inertie, la masse de cette population, de ces cadres, de ces forces armées, de manière asymétrique. Et de son marché. Oui, et de manière asymétrique, ils vous cèdent. Récemment, j'ai entendu l'Inde est exemptée des sanctions indirectes. Pendant ce temps, j'entends dire, oui, on a voté une loi pour protéger les Africains contre les menées russes. Et tous ceux qui maintenant contribueront à soutenir cette Russie subiront des sanctions. On aurait pu dire la même chose à l'Inde. Pourquoi est-ce qu'on exempte l'Inde? Parce qu'on a besoin de l'Inde, parce que l'Inde a une capacité de résistance. Mais nous sommes déjà émiettés. C'est cet émiettement-là. Mais la France, quand elle nous a laissé après l'indépendance, avant de partir, on avait quoi? AOF, AEF. Pourquoi on n'est pas parti comme ça? Pourquoi? Mais parce que c'est plus difficile de dominer un bloc compact. Mais justement, si vous le dites vous-même, vous constaterez aujourd'hui que l'Afrique subit les contre-coups des conséquences, justement, qui nous arrivent, dont on n'a pas la réelle mesure de pouvoir réagir. Oui, vous avez d'une part, colonel Babacar Diouf, la crise sanitaire. Oui. Vous avez également la crise sécuritaire. Oui. Vous avez également la crise financière et la crise ukrainienne. 4 crises face à un continent qui connaît déjà des contradictions internes, pour ne pas dire des conflits internes. Mais la question, et dans la seconde phase de l'émission, c'est de nous dessiner sur la perspective en termes de solutions face à autant de crises. Moi, j'essaie de construire une recherche autour de 2 choses. Oui. Les défis au sein des États et les défis au sein de la communauté. Oui.
quand quelqu'un vous décrit, je vous donne juste un exemple très bête. D'abord au sein des États. Au sein des États, c'est le système politique. Oui. Le système politique au sein des États, puis la réforme du secteur de sécurité, qu'il faut gouverner selon des règles démocratiques. Ensuite, vous avez les organisations. Mais au niveau des organisations, est-ce que vous avez remarqué une chose? Oui. Vous regardez l'alerte précoce, aussi bien au sein de la CEDEAO qu'au sein de l'Union africaine. Elle est pour l'essentiel dirigée vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe, vous devriez pouvoir l'avoir, l'anticiper et tout. Déjà ça, c'est pas bien fait à mon avis. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et je rappelle que, en tout cas, pour l'analyse de géopolitique que je suis parfois, en tout cas de temps en temps, on vous dit, la première image, c'est l'individu. La deuxième image, c'est l'État. La troisième image, c'est le système. Le système a un effet structurant sur le reste. C'est-à-dire que le reste est dans une relation agent-structure. La structure vous contraint. La structure vous dicte les règles du jeu. Quand vous rentrez dans un terrain de football, il y a une structure qui vous dicte comment on joue au football. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il y a des règles. Voilà. Oui. Mais les règles, qui en décident finalement? Dans le monde, actuellement, il y a un débat qui a fait rage il y a quelque temps. C'était le débat Rule-Based Order et Law, sous-entendu International Law Based Order. Le Rule Based Order, c'est le plus puissant qui vous le dicte. Et quand il vous le dicte, ça nous ramène 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre Athènes et Sparte, quand les Athéniens sont arrivés pour dire aux Méliens qu'ils ne pouvaient pas quitter l'organisation, les autres leur parlent de justice. La première chose qu'ils leur répondent, c'est mais on ne parle de justice qu'entre égaux. Après, quand on a insisté, finalement, ils ont fini par oui, les dieux, les ceci. Ils leur ont dit, il n'y a pas de dieu qui tienne. Le dialogue des Méliens, on peut résumer ça en une phrase très courte. Aux forts, leur volonté, aux faibles, leur devoir. Voilà 25 siècles que le monde vit autour de ça. Louis Anquin, qui est un juriste américain, parle de right versus might. Le droit contre la force. Tant que nous n'irons pas au-delà, je vous disais tout à l'heure, mon cousin et moi, mon frère et moi, mais justement, Sénégal, Mali, Sénégal, Guinée, il peut y avoir des problèmes. C'est normal entre voisins. Mais qu'on comprenne qu'il y a un niveau où mon frère, mon cousin et moi, nous sommes ensemble pour nous battre contre ce qui vient d'ailleurs. Oui, mais tel que justement cela se produit sur le terrain, vous avez vu ce qui se passe au Mali avec l'arrestation des 49 soldats ivoiriens. Oui, en tout cas, une délégation de la CEDEAO tente justement de trouver une solution avec la junte malienne aujourd'hui. Comment, face à de telles contradictions, face à de tels conflits, comment relever les défis qui sont déclinés tout à l'heure, de sécurité, les défis économiques, les défis politiques? Une junte qui était là pour un chronogramme bien établi, aujourd'hui s'installe carrément. Est-ce que là n'est pas le danger également? C'est dommage justement parce que quand la chienlit devient la norme, il y a de quoi s'inquiéter et on revient à quoi? Aux institutions. Quel que soit ce qu'on en dit, tant que vous avez une institution qui marche selon des règles, il n'y a pas de Kumba Mundey à Kumba Mundey. On gère. Il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La belle affaire. C'est quelque chose que les gens peuvent gérer, enquêter, établir les faits, appeler le fautif, lui poser un certain nombre de conditions, ça répond, on se réconcilie. L'arbre à palabre africain, là, il y a des siècles que ça existe, ça tient encore la route. Mais il faut aussi dire une chose. Si chaque État choisit ses alliances pour des raisons qui lui sont propres, les divisions qui sont dans l'international se retrouvent chez nous. Et donc, vous avez des États qui sont pour la Russie, par exemple, d'autres qui sont pour l'Occident, d'autres qui, eux, évoluent au petit bonheur de la chance. Cela veut dire que notre intérêt propre, qui est, je dis souvent, l'esprit de Bandung,
c'était un tiers-monde qui dit « I don't have a dog in this fight ». Cette bagarre qui se déroule entre les puissances-là n'est pas ma bataille. Ma bataille est une bataille de développement. Ma bataille est une bataille qui refuse l'exploitation. Je veux des partenaires qui viennent chez moi. Quand moi, je dis, je veux construire des infrastructures, j'entends si la Chine veut proposer qu'elle vienne, si les États-Unis veulent proposer, si l'Union européenne veut proposer, mais je regarderai le moins disant, le mieux truc, l'offre qui est le plus conforme à mes intérêts, c'est ça que je signe. Mais demain, une autre affaire se lève, je refais la même chose. Il n'est pas dit que ce jour-là, je choisirai l'Union européenne ce jour-là. Peut-être que je choisirai quelqu'un d'autre. Peut-être que je choisirai quelqu'un d'autre. Mais donc, votre première bataille devrait être l'assumation de votre propre identité, mais aussi votre indépendance, votre liberté. Mais le président Macron, libre arbitre. non, je suis d'accord. Le président Macron a utilisé récemment dans un discours deux concepts qui me semblent lumineux. Oui. Boussole stratégique et autonomie stratégique. Oui. Nous, mais écoutez, aujourd'hui, l'Afrique aurait été, au moment où le monde se divise en deux blocs, Occident et Est, les États-Unis sont loin. Les États-Unis ont tellement de ressources multi-domaines que les États-Unis se sortiront toujours de crise et pourront toujours revendiquer un niveau mondial qu'on ne peut pas leur discuter. Mais l'Union européenne... C'est la force de leur propre idéologie, l'ultralibéralisme. Pas que. Ils forment un bloc, la fédération qu'ils ont posée. Mais l'Union européenne, arrivée à ça, mais l'Union européenne, quels sont ses choix? Que disait Brzezinski? Brzezinski reprenait la division du monde quand à Vienne, le Conseil européen a été formé. On considère qu'il y avait les civilisés, les demi-civilisés qui étaient les anciens royaumes du Siam, de Chine, etc. et les barbares. Quand Brzezinski revient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez les vassaux, les tributaires et les barbares. Cette division-là montre que dans leur approche en général, tous les États devraient d'abord commencer par leurs propres intérêts, comme l'a dit Lord Palmerston dans les années 1848 et 1851. Il disait, la Grande-Bretagne n'a ni ami éternel, ni ennemi perpétuel. Seuls ses amis, seuls ses intérêts sont éternels et perpétuels. Est-ce qu'on considère que l'Afrique, qui veut reprendre son destin en main, a précisé ses intérêts et les considère comme éternels et perpétuels? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Oui, colonel Babacar Diouf, deux questions avant de boucler. La première question aujourd'hui, c'est la crise ukrainienne. Oui. À l'allure où vont les choses, êtes-vous inquiet au point que beaucoup, justement, d'observateurs craignent l'utilisation nucléaire vers les mois de novembre, décembre, parce que la situation risque de s'embraser? Oui, et là je crois qu'il est bon de préciser quelque chose. Vous vous souvenez de la crise de Cuba? Oui. La crise des missiles de Cuba, c'était à quelques kilomètres des côtes américaines. Oui. Des missiles nucléaires russes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que à la fin des fins, on a négocié. Les États-Unis n'envahiront pas Cuba. Les États-Unis vont enlever leurs missiles nucléaires qui sont en Turquie, et en retour, les Soviétiques enlèvent leurs missiles de là-bas. Oui. Cuba a la même importance. L'importance que Cuba a pour les États-Unis, c'est la même importance que l'Ukraine a pour la Russie et que Taïwan a pour la Chine. Maintenant, les grandes puissances se savent nucléaires et savent qu'elles peuvent détruire le monde. Mais quand on pense à l'Ukraine, je dis, les Russes sont très clairs. Ils ont une doctrine qui est très claire. Si la survie de leur pays est en jeu, ils utiliseront le nucléaire. La France est nucléaire, la Grande-Bretagne est nucléaire. Là aussi, c'est la même chose. Mais personne... Êtes-vous inquiet pour l'avenir? Pas pour eux. Moi, ce qui m'inquiète, oui. Il y a une déclaration qui a été faite récemment par le chef de l'Institut international, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans une conférence que je suivais en anglais, comme ça, le gars dit, oui, mais notre défi actuellement, c'est de retrouver
le matériel fissile, donc uranium enrichi, qui a pour une valeur de je ne sais pas combien de tonnes, qui a disparu en Ukraine. Ça veut dire quoi? Et quand vous rapprochez ça du fait que juste avant le déclenchement des opérations, c'est le président Zelensky lui-même qui avait dit: j'ai donné une instruction aux affaires étrangères pour qu'ils réunissent une commission qui va exiger de la communauté internationale un certain nombre de garanties pour notre sécurité. Si je n'ai pas ça, je retourne au nucléaire. Je rappelle qu'à la fin de la guerre froide, on avait dénucléarisé 4 pays en fait. L'un, c'est l'Afrique du Sud, mais en Europe, il y avait le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine. Ces 3, on leur avait aussi donné des garanties. Mais, puisque à l'ère des missiles, où une arme de défense peut être une arme offensive, la Russie dit: je ne veux pas que des États alignés soient proches de ma capitale. De mon territoire. Oui, mais surtout la capitale. Oui. Et l'Ukraine remplit cette condition. Je suis désolé, je pense que quand j'entends les États-Unis parler de Cuba, je les comprends. Quand j'entends les Russes parler de leurs étrangers proches, je les comprends. Quand j'entends les Chinois parler de Taïwan, je les comprends. Parce que chacun se dit, si une puissance ennemie arrive à monter quelque chose de nucléaire à cette proximité-là, elle va nous détruire et elle pourrait être tentée d'agir selon l'hypothèse que on va pouvoir nous décapiter, et alors que vous ne pouvez pas le faire. Colonel Babacar Diouf, les conséquences sur le plan économique. Vous l'avez dit tout à l'heure, les États-Unis, quoi qu'on puisse dire, disposent de moyens pour faire face à cette crise et apporter des solutions. Ils ont la planche à billets. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui a la possibilité, dans une telle conjoncture économique, de pouvoir trouver des solutions? On a vu l'inflation. Aujourd'hui, le prix d'achat est élevé au Sénégal. Le coût de la vie est excessivement cher. L'Afrique subit les crises exogènes de plein fouet sans pour autant avoir la possibilité d'y apporter une solution efficace. En fait, moi je ne suis pas économiste, donc je ne veux pas être trop prétentieux à ce niveau. Mais je sens que les limites, on arrive aux limites de l'utilisation de la planche à billets. Parce qu'à quoi sert la planche à billets? À mettre de l'argent disponible auprès des individus. Mais si en même temps, vous avez une énorme inflation et qu'en même temps, vous êtes en train d'augmenter vos taux d'intérêt qui augmente normalement, c'est de l'argent qui revient à nouveau vers les banques. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je crois que le risque, en tout cas d'après mes lectures, le risque c'est qu'on va vers une stagflation très grave. Aujourd'hui, vous avez des tas de sociétés ou d'entreprises qui vous disent: ok, au prix où est l'énergie, je ne peux plus vendre un produit à un prix acceptable. Je vais mettre la clé sous le paillasson, je vais mettre des gens au chômage. Et vous mettez des gens au chômage et vous arrivez à un point où certaines chaînes logistiques sont coupées, vous allez voir des pénuries, vous allez avoir du chômage. Nous, on va payer le coût parce que nos gens qui étaient dehors, qui envoyaient de l'argent, ne vont plus pouvoir. Nous allons payer le coût parce que nous ne contrôlons pas nos monnaies. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, la livre sterling est en train d'arriver à la parité avec le dollar et glisse vers le bas. L'euro, même topo. Donc nous, directement, nous sommes en train de suivre. Exposé. Jusqu'à un certain point, ça peut être positif si tu exportes. Mais nous, comme on exporte très peu, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on importe nous revient beaucoup plus cher. Exposé. Mais on est très exposé. Et plus la crise en Europe va monter, plus on va être exposé à subir ce qu'il y a. Donc elle est économique, elle est financière parce que nous, notre monnaie, on ne la contrôle pas. Qu'est-ce que j'ai entendu une dame, je ne vais pas la nommer, qui disait: mais quand la France nous remet de l'argent, la BCEAO place cet argent en Europe, en euros, au moment où les taux d'intérêt sont négatifs, parce que en fait, bon, un taux d'intérêt a priori ne peut pas être négatif, mais si vous avez une inflation de 2%, je vous paye un taux d'intérêt de 1%.
c'est comme si c'est -1 pour vous. Et donc, nous sommes allés, nous avons vu venir la transition systémique, on en parle depuis 2015, mais en fait au Sénégal on en parle depuis 2013-2014, je peux le prouver. Nous avons vu ça venir, nous savions qu'il y aurait une guerre monétaire, nous avons de l'or, nous avons différentes devises. Est-ce que nous avons pris les mesures pour équilibrer un peu tout ça? Hedging, comme on dit, on se protège de tels risques en prenant tel ou tel truc, garantie, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais est-ce que dans nos États, les gens chargés de réfléchir ont vu venir parce qu'ils surveillaient le système pour dire attention, nous sommes en train de traverser une zone de, comment on appelle ça encore dans l'aviation, une zone de turbulence. Oui. Mais la zone de turbulence dans laquelle on est entré, par rapport au fonctionnement normal du système, nous sommes dans une situation d'exception. Dans la transition systémique, c'est comme dans l'entre-deux-guerres qu'il y avait, le droit international, on marche dessus, c'est la politique de la force, on ne punit pas les plus forts, on ne punit pas ceux qu'on veut mettre de son côté, on se gère, c'est la chien-lit au niveau international jusqu'à ce qu'un nouvel ordre émerge avec des gens capables de la défendre. Oui, mais justement, est-ce que la dynamique qui a été amorcée, je prends l'exemple du Sénégal, avec cette rencontre, une rencontre avec tous les acteurs sociaux, économiques, entre autres, justement, pour baisser le pouvoir d'achat, est-ce que cela vous semble la solution ou l'idéal par rapport à la crise dans laquelle sont plongés nos pays comme le nôtre, le Sénégal? Intuitivement, je peux vous dire, on ne peut, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des solutions moins mauvaises les unes que les autres. Oui. Parce que même quand vous mettez l'argent, pendant combien de temps pouvez-vous soutenir ça? Pendant combien de temps est-ce que l'État a les moyens de faire ça? Colonel Babacar Diouf, le dernier mot pour l'Afrique. Justement, quelle perspective pour le continent africain face à de multiples enjeux? Quelle est la direction à entreprendre? Il y a un défi à mon avis. C'est de surmonter nos difficultés internes, que ce soit entre États africains comme au sein des États, pour comprendre que la seule façon de nous en sortir, pour moi, c'est la solidarité entre nous. Que ton ennemi sache qu'il devient automatiquement mon ennemi. Imaginez une puissance qui dit je sanctionne le Sénégal pour avoir fait ça. Et que tous les autres pays africains disent ah bon, donc vous, en tout cas, vous n'achetez plus rien chez nous. On ne vous vend plus rien et on ne vous achète plus rien. On va aller voir ailleurs. Si la sanction n'est pas légitime. Oui, c'est ce que je dis, oui. réellement. Oui. Et donc, la puissance que donne la solidarité, excuse-moi, c'est la seule que je vois. Apprenons à régler nos problèmes ensemble, que ce soit entre États, comme ce qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire, ou ce qui est à l'intérieur d'un État avec le système politique, qu'il y ait des consensus forts, des consultations entre les oppositions et les partis au pouvoir, qu'on se réinstalle dans une lutte politique au sein du système, pas à propos du système. Parce qu'une bataille à propos du système, c'est au couteau. Alors qu'au sein du système, c'est urbain. C'est dans le dialogue, c'est dans la courtoisie, c'est dans l'élégance. Nous avons le choix. Ah. Frantz Fanon, Oui. chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission et choisir de la servir ou de la trahir. Est-ce que nos dirigeants sont prêts à prendre leur mission et à la servir ou la trahir? Ça, c'est la question dont ils répondront dans le futur aux Africains. L'histoire retiendra leur réponse. Ça a été encore une fois, Colonel Babacar Diouf, un plaisir et merci aussi d'avoir partagé avec nous ces temps de réflexion. Le plaisir est pour moi. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci à l'équipe digitale, la tête à Lune Badra Sosé et Abdoulaye. Bonne écoute à toutes et à tous et bon dimanche.